Bienvenue dans votre émission Maïcha, ravie de vous retrouver une fois de plus sur Mayotte la Première. Dans votre émission, nous donnons la parole aux femmes. Et aujourd'hui, c'est une jeune femme qui vient avec nous, qui vient nous parler et qui vient partager surtout son témoignage, son vécu, son histoire, une histoire qui lui donne aujourd'hui envie et surtout la force de s'engager, de se battre pour les autres. Naïfa, qui est avec nous sur ce plateau, comment ça va ? Bonsoir, ça va et vous? Ça va très bien. Moi, je suis vraiment contente que vous ayez accepté de venir parler de tout ce que vous avez vécu, mais surtout de votre engagement aujourd'hui pour les autres. Ce n'est pas une thématique qui est facile et qui est simple. Et pourtant, de votre jeune âge, vous avez le courage d'en parler. Je suis déjà fière de vous. Merci. Et bravo, vraiment, pour ce courage. Pour nous accompagner également, elle vient régulièrement dans cette émission et nous la remercions à chaque fois d'être disponible pour nous et de donner aussi la force aux jeunes femmes et aux femmes de venir témoigner dans cette émission Maïcha, qui ne serait pas la même sans vous, Malika. Merci. Vous êtes conseillère conjugale et familiale. Vous travaillez à l'ACFAV. Je sais qu'il y a une suite après, mais c'est tellement long. Voilà, ACFAV. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. D'ailleurs, comment allez-vous ? Bien. Merci Youmna de m'accueillir dans votre émission. C'est toujours avec un grand plaisir. Merci à vous d'avoir accepté de venir avec Naïfa, puisque c'est comme ça comment s'est mise en place cette émission, ce témoignage. On parle régulièrement de ces violences qu'on subit, voilà, régulièrement, des violences qu'on n'entend pas, qu'on ne voit pas forcément, et pourtant qui créent énormément de souffrance en nous. Parlez-nous de ce que vous avez vécu et de comment est-ce que vous le qualifiez. Moi, ce que j'ai vécu, c'est surtout à l'école. C'était vraiment des harcèlements venant d'autres filles comme moi. Et c'est ce qui choque un peu. Et c'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, voilà, j'ai voulu parler de ça. Parce qu'avec ça, des fois, j'ai même du mal à parler avec des filles. Parce qu'il y a un côté un peu... j'arrive pas à faire confiance trop à des filles à cause de ça. Quand vous dites harcèlement, qu'est-ce qui revenait, qu'est-ce qui se répétait régulièrement ? En classe, déjà, je n'étais pas trop appréciée. Je ne sais pas si c'était à cause de l'intelligence ou à cause de je ne sais pas, mais je n'étais pas appréciée. Et que ça soit en classe ou en cours, des filles qui allaient même envoyer d'autres filles contre moi, je parlais à personne, mais je subissais, je fermais ma bouche, j'en parlais à personne. Et parce qu'on m'avait dit à la maison, surtout ma mère, elle me disait, on te fait quelque chose dehors, tu fais quelque chose dehors. En rentrant ici, je ne veux pas savoir. Du coup, moi, je gardais ça que pour moi, toute seule. Et au fur et à mesure, j'avais une amie malgache et elle était témoin de tout ça. Et quand elle voyait cela, elle a parlé à sa tante. Et c'est sa tante qui était venue dans le collège pour pouvoir parler au personnel, pour que je puisse être tranquille, parce que je passais le brevet, bien sûr, en troisième. Donc ça veut dire que quand vous veniez, on rappelle et on comprend dans votre histoire que vous êtes quand même une élève, vous vous en sortez bien, oui. Bonne élève, voilà, vous en sortez bien. Et puis, voilà, il y a les moqueries, il y a, on va dire, les autres filles qui vous cherchent régulièrement. Oui, c'est ça. Gratuitement, ça passait par des insultes. Oui. Qu'est-ce qu'elles vous ont pu vous dire Il y avait surtout du moment où elles me demandaient quelque chose. Par exemple, m'emprunter quelque chose, je leur donnais. Et au moment où je réclamais mon truc pour pouvoir l'utiliser, c'était t'es égoïste, t'es je ne sais pas quoi. Et après, elle m'insultait de ma mère et tout. Quelque chose que je n'aime pas. J'insulte personne. Du coup, j'aime pas qu'on m'insulte. Même si je réponds pas, ça fait mal, mais je réponds pas. Et je finissais même par pleurer en classe. Et même le fait que je pleurais, ça ne leur faisait rien du tout. Au contraire, elles continuaient encore à accentuer et à encore pointer du doigt. Ça avait même fini par me pousser une fois. Je pense qu'il y avait aussi une fois, c'était pour rattraper un cours. Tellement elles étaient là, tu fais l'intellote et tout, nous on veut aller s'amuser. Pourquoi toi tu veux rattraper des cours Et c'est allé jusqu'à aller demander une fille hors du collège
pour qu'elle vienne me tabasser en gros. Et moi, j'étais là, la fille était venue, j'écoutais ce qu'elle disait, qu'elle insulte ou pas, mais moi, je me disais, mon objectif, c'est réussir. Du coup, qu'elle vienne me provoquer ou dire quoi que ce soit, je ne me bats pas. Parce que je me bats, je risque de prendre une exclusion et ça ne sera pas bon pour moi. Ma mère non plus ne sera pas contente et ça, c'est mon éducation qui sera en jeu. Du coup, je ne me battais pas. Elle a parlé, elle a fini même par me taper. Et je n'ai même pas réagi. Et c'était une sœur d'une amie à ma grande sœur qui avait vu. Et elle a raconté ça à sa grande sœur. Sa grande sœur l'a dit à ma grande sœur. Alors, parce que moi, je ne parlais pas. Le fait que ma mère m'ait dit ne viens pas me parler de ce que tu as vécu en dehors de la maison, bah, j'en parlais à personne, que ce soit maman, grande sœur ou tati, j'en parlais à personne. Du coup, ma sœur, une fois qu'elle avait appris ça, bah, à son retour, elle voulait tout le temps venir au collège pour se venger en gros de moi. Mais je n'aimais pas parce que même ma sœur, je ne lui parlais pas. Je ne lui parlais pas du tout. Et le fait qu'elle était venue au collège pour pouvoir parler à ses filles, bah, ça vient encore empirer. Parce qu'elle avait voulu se battre avec ses filles. Bah, c'était encore pire. Elles étaient là, elles se retournaient encore contre moi. Pourquoi t'allais raconter à ta grande sœur? Tu penses qu'on a peur de ta grande sœur? Vas-y, tu vas voir, on continuera encore et encore et tout. Bah, c'était vraiment insupportable, mais je ne parlais pas. Malika, bah déjà bravo. Vous êtes très courageuse. Ça ne doit pas être facile à vivre tous les jours, tous les matins, surtout qu'on vient à l'école, bah, c'est pour apprendre, c'est pour retrouver les amis, voilà, et on se retrouve dans cette ambiance un petit peu où on se sent piégé puisqu'on raconte et on raconte pas, et c'est quelque chose que vous rencontrez malheureusement trop souvent, voilà, on va dire à Mayotte, même si c'est un problème aussi partout dans le monde. Est-ce que ce genre d'harcèlement à l'école, est-ce qu'il y a une particularité, une spécificité qui rend encore plus compliqué cette situation à Mayotte qu'ailleurs, ou c'est partout pareil? C'est partout pareil, puisque c'est un sujet d'ailleurs qui est porté au niveau national. Hein, aujourd'hui, dans tous les établissements scolaires, le harcèlement, justement, est parlé et aussi accompagné. Et moi, en tout cas, je salue le courage de Naïfa, et puis surtout maintenant, aujourd'hui, elle est dans cette association, et c'est comme ça que je l'ai rencontrée, puisqu'elle nous a sollicité aussi pour sensibiliser les personnes aux violences conjugales et intrafamiliales, sur les violences sexuelles aussi. Mais pour revenir au sujet du harcèlement, nous, à l'EVARS, nous effectuons, d'ailleurs la semaine prochaine, je vais dans un établissement scolaire pour parler du harcèlement scolaire. En tout cas, déjà, l'enseignante qui m'a ressollicité avait déjà fait un énorme travail avec le dispositif phare. Mais c'est une enseignante qui vraiment a, je peux dire, hein, elle est au collège de l'Abattoir, avait sollicité bien avant ça, mais qui a vraiment envie de continuer à poursuivre ce travail-là au sein de son établissement. Et puis surtout, elle a créé aussi des ambassadeurs, en fait, dans sa classe, et qui continue justement à sensibiliser les camarades à l'intérieur de l'établissement. Elle nous a parlé est-ce que c'est le même schéma par rapport à ce qu'elle nous a raconté? Est-ce que c'est le même schéma régulièrement qui se reproduit? Une bonne élève ou un bon élève, voilà, qui ne rentre pas forcément dans le cadre de faire la fête ou de ne pas être bon élève, je ne sais pas, qui se fait harceler, qui se fait d'abord embêter 2-3 fois, et puis après ça devient répétitif, ça devient lourd. Et il y a aussi quelque chose d'autre qui est le rapport qu'il y a aussi avec la maison. Est-ce que c'est le même schéma à chaque fois qui se reproduit lorsque vous devez gérer ce cas d'harcèlement scolaire? Ça part de moqueries et c'est souvent un phénomène de groupe, en fait. C'est pas du tout isolé, donc il y a... C'est pas une personne qui vient harceler, quoi. Voilà. Donc c'est un phénomène de groupe.
Et justement, c'est la moquerie qui est mise en avant. T'es gros, t'es l'intello, effectivement, qui va finir par isoler en fait la personne. Et elle le dit très bien, hein, Naïfa. Donc, elle a essayé de sortir de cette posture-là. Sauf que, heureusement, il y a eu aussi d'autres personnes qui l'ont aidée à sortir de ce cycle-là. Ils ont essayé de l'aider, mais en même temps, elle le dit, ça s'est aussi un peu retourné contre elle. Oui, et puis c'est peut-être pour ça que d'autres enfants ou d'autres élèves ou les autres n'osent pas aussi en parler, puisqu'on entend souvent cette phrase, mais pourquoi tu... Voilà, parce qu'on sait, les adultes essayent de régler ces problèmes-là en allant voir les présumés harceleurs, on va dire. Mais ça se passe comment après, puisqu'après, ça retombe aussi sur elle. Justement, essayer de faire comprendre que dans ces moqueries-là, qu'est-ce que ça engage au niveau émotionnel. Parce que, bon, Naïfa, tu l'as très bien dit, tu as dit, au début, ça me fait rien, mais au fur et à mesure, c'est quelque chose de répétitif. Et plus c'est répété, et plus je m'isole. Et en fait, les autres gagnent du terrain sur cette situation-là. Donc, comment on fait pour couper ce cycle-là, pour que ça s'arrête, quoi. Donc, c'est, oui, mettre des mots, effectivement, dessus. Ça paraît facile de dire mettre des mots. Mais en fait, il faut qu'on comprenne le processus de ce que c'est l'humiliation, de ce que qui c'est... pousse aussi peut-être ces jeunes à agir de cette manière. Et justement, parce que quand je dis ça, là, aujourd'hui, je ne peux pas les en vouloir. Je ne les en veux pas. Peut-être que j'ai eu mal, c'est vrai, mais je ne sais pas ce qu'elles, à leur tour, elles ont enduré. Il y avait... le collège a essayé, je pense que c'est les parents qui ont essayé de les éloigner ou de les faire sortir du collège, parce qu'il y en avait certaines que je ne voyais plus. Elles étaient parties. Mais comment vous dire, là, étant, on peut dire, jeune femme, je peux pas, j'arrive pas à les en vouloir. Vous avez quel âge? 23 ans. Qu'on a le droit de le demander. 23 ans. 23 ans. Et donc, vous voyez les choses différemment aujourd'hui. Oui. Est-ce que c'est peut-être aussi dû à votre engagement? Puisqu'on rappelle, il y a eu tout ce passage. Donc, c'était... Vous en avez parlé à des adultes qui ont essayé donc de vous aider. Ça s'est terminé. Est-ce qu'ils ont réussi à vous aider? Est-ce qu'ils ont arrêté? Un peu? Vu qu'elles n'étaient pas là, il y en avait certaines qui commençaient à faire la même chose, mais vu qu'elles n'étaient plus là, et qu'une fois qu'une se retrouvait seule, les autres, elles n'étaient pas là, c'était pas la même chose. C'est pas la même force en gros, venir vous embêter. Ouais. En groupe, elles étaient vraiment plus fortes et elles n'avaient peur de rien, mais étant seules, elles pouvaient rien faire en fait. Et il y a eu ce vécu, cette histoire qui a fait que, à travers tout ce que vous avez vécu, vous vous êtes dit, voilà, je vais m'engager pour pouvoir aider ceux qui pourraient souffrir comme moi ou ceux qui souffrent aussi comme moi j'ai pu souffrir. D'où l'idée de devenir assistante sociale. Parlez-nous justement de ce parcours, de cette rencontre avec le milieu associatif, de vouloir aider les autres. Après mon bac, vu que je ne pouvais pas continuer mes études, je me suis inscrite dans des associations comme la Maison des Familles et Club de rugby RCK. Avec ces associations, je suis avec des jeunes comme moi. L'association Maison des Familles m'a permis de voir aussi d'autres familles, cueillir des familles, parce que là-bas, je suis chargée d'accueil bénévole. Ça m'a permis de pouvoir parler avec des personnes, analyser certaines situations, peut-être parler avec certaines personnes pour pouvoir sortir. C'est pas étant là-bas que j'ai pu sortir l'idée de devenir assistante sociale. C'est depuis toute petite, depuis que j'ai enduré cela. Mais après être venue à la Maison des Familles, je voyais des gens qui venaient à travers, que ce soit à la Maison des Familles ou ailleurs, sur les routes. Mais j'ai eu l'envie, mais surtout le courage de me dire, j'ai pu m'en sortir, j'aimerais pouvoir aider les autres, que ce soit des enfants ou des personnes à mon âge ou des vieux, pouvoir les aider en fait. C'est pour cela que je tiens vraiment à
à ce travail. Et à cet engagement. À cet engagement, oui. Est-ce que c'est une solution qu'elle a trouvée? Je rappelle que cette émission, elle est aussi faite dans le cadre donc, de cette date mondiale où on célèbre, où on lutte, on va dire plutôt, on lutte contre les violences faites aux femmes le 25 novembre. Cette année, on a voulu justement parler de cette autre forme de... C'est une violence aussi, le harcèlement bien sûr. Et toutes les autres violences. Elle a réussi à trouver la force, elle, pour s'en sortir, mais dans le cas où ces jeunes victimes n'arrivent pas à trouver assez de force pour s'échapper, on va dire, de ce cycle compliqué de leur vie, qu'est-ce que vous faites pour pouvoir les aider, ou qu'est-ce qui deviennent plutôt les conséquences? C'est vrai que ça s'inscrit beaucoup aussi dans le temps, quoi. On accompagne les personnes victimes. Bon, nous, on a à l'ACFAV un psychologue, des psychologues, mais il y a également aussi tout un travail sur la durée où la personne, elle va travailler, enfin, sur des ateliers comme l'estime de soi, comme la danse aussi. C'est vraiment des ateliers où on reprend aussi la connexion avec son corps, avec son psychisme, avec tout ce qu'on est, puisque à la fin, c'est vrai qu'on finit par être isolé, on a ce traumatisme-là, enfin, ces psychotraumatismes, parce que c'est dans le corps, c'est dans le mental, c'est des blessures qui sont assez profondes. Mais le fait d'être accompagné dans des associations, ou en tout cas par des psychothérapeutes, des psychologues, ça permet effectivement de sortir de cette souffrance-là. Vous avez dit tout à l'heure, Naïfa, que vous ne leur en voulez pas. Pourtant, ce sont des personnes qui vous ont fait pleurer, qui vous ont fait du mal. Comment est-ce que vous trouvez la force aujourd'hui de dire « je ne leur en veux pas » ? En gros, moi, je dis ça parce que du fait que je ne sais pas ce qu'elles ont enduré. Je ne sais pas c'est quoi le rythme de chez eux. Du coup, c'est pour ça que je ne leur en veux pas. Même si j'ai dû passer par des moments vraiment difficiles, parce que même au lycée, c'était la même chose. Au lycée, j'ai carrément fini à l'hôpital psychiatrique. Mais c'est-à-dire j'ai fait 2 semaines à l'hôpital psychiatrique. Tellement j'en pouvais plus, j'avais beaucoup de pensées dans la tête et je ne parlais pas. À un moment donné, je faisais des trucs sans même me rendre compte. À un moment, on me parlait, on me disait... j'avais des caractères vraiment inhabituels, j'avais des gestes inhabituels en fait. J'ai fini à l'hôpital psychiatrique à cause de tous ces trucs. Mais c'est après cela que j'ai pu parler avec le psychologue, que j'ai pu lui dire que ça, c'est un truc qui date depuis le collège. Parce que c'est depuis le collège que j'ai dû endurer cela. Mais le fait que déjà, chez moi, ma grande sœur, même si elle allait me défendre, mais elle, je l'ai connue que quand j'avais 13 ans. Elle était à Mada, on ne s'était jamais vus. Du coup, je n'avais pas le contact avec elle, j'étais déjà habituée à être seule. J'étais fille unique, on peut dire. Du coup, c'était, comment vous dire, je ne pouvais pas. Toutes ces choses ont créé un moment dans votre vie, c'était compliqué, quoi, dans la tête, dans vos émotions, c'était compliqué, vous vous retrouviez à vous comporter d'une manière dont vous ne compreniez pas, c'est ça? Et donc, il y a quelqu'un, j'imagine, qui vous a dirigé vers ce service. Et puis, vous avez rencontré des professionnels comme des psychologues. Oui, j'avais psychologue. Et c'est eux qui vous ont permis de mettre des mots à tout ce que vous viviez à l'époque? Des mots, enfin, je peux dire que la psychologue, elle m'a aidée plutôt sur tout ce qui est pouvoir dire, parler, parce que je ne pouvais pas parler. Vous exprimer. Oui. Je ne pouvais pas dire à ma mère que voilà, j'ai vécu ça. Je ne pouvais pas dire, mais avec la psychologue, parce que je faisais des rendez-vous
mes premiers rendez-vous, je les faisais avec ma mère. J'ai pu dire devant la psychologue que ma mère, elle m'avait dit de ne jamais lui dire ce qui se passe dehors. Là, j'ai pu lui dire. Et elle a compris à ce moment-là? Ça a changé aujourd'hui? Oui, ça a changé parce que aujourd'hui, je peux tout lui dire en fait. Je peux tout lui dire, que ça soit pour moi ou ce qui se passe dehors, je peux tout lui dire en fait. Enfin, que ça soit professionnel, c'est professionnel, mais pour moi, je lui dis tout. Et c'est la première fois que vous en parlez aujourd'hui à la télé? Oui. Voilà, à travers cette émission Maïcha. Merci beaucoup encore d'avoir cette force et de venir, d'être l'exemple, d'être une source voilà, de force pour les autres. Et à travers tout ça, vous vous êtes dit, je vais m'engager, je vais donner du temps pour les autres. Comment est-ce que vous imaginez cet avenir, voilà, devant vous? C'est un projet. Racontez-nous. Un projet que j'espère pouvoir le réaliser. Parce que j'ai beaucoup d'étapes à surpasser et à passer surtout. Mais je tiens vraiment à ce projet. C'est quoi votre projet? On a le droit d'en parler ou pas? Oui, peut-être. Parce que déjà, je vais commencer à faire un stage avec l'ACFAV, bien sûr, Inch'Allah. Et ça va me permettre de pouvoir m'inscrire et pouvoir continuer mon projet. D'accord. J'espère que ça va marcher, Inch'Allah. On croise les doigts, ça va bien se passer. Et voilà, en tout cas, c'est les histoires qu'on aime, on va dire, raconter, de se dire que ça se termine bien. Vous avez réussi à vous en sortir, vous avez rencontré les professionnels qu'il fallait à Mayotte, qui vous ont permis aussi de renouer le dialogue avec votre famille, avec votre maman, qui vous ont donné aussi envie avoir envie, voilà, de vivre, d'avoir du goût pour la vie, tout simplement, et de vouloir créer vos projets, de vouloir aller plus loin. Malika, qu'est-ce que vous conseillez aux parents? Là, c'est vrai que le message, bon, même s'il a l'air d'être dur, malheureusement, c'est un message qu'on peut entendre des parents qui disent, voilà, tes problèmes, quand tu viens à la maison, tu viens souriant. Je ne sais pas si ça existe encore, on ne sait pas. Qu'est-ce que vous conseillez aux parents qui ne veulent pas, parce que ça peut être compliqué de faire face au harcèlement de ces enfants, ou qui ne voient pas, ou qui ne savent pas? En règle générale, on conseille quoi aux parents dans ce cadre-là du harcèlement scolaire? Déjà d'être à l'écoute de leur enfant. C'est ce qu'on a fait aussi avec le programme de réussite éducative de Mamoudzou. On a fait énormément de classes l'année dernière. Et surtout, on a aussi sensibilisé les parents. Les parents qui ont été vraiment très demandeurs. Parce qu'en fait, voilà, on ne sait pas quelle attitude à avoir face. On a l'impression que c'est banal, c'est à minimiser. Et puis, bon, je ne vais pas aller à l'école pour ça, quoi. Pour ça, quoi. Et puis bon, arrête, c'est peut-être toi qui l'embête, c'est toi qui... Voilà, c'est ça. C'est ça, hein? Peut-être qu'il y a des parents, des fois, ils se disent je ne vais pas défendre ma fille, peut-être que c'est elle qui fait ça, je ne vais pas la défendre pour qu'après, ça me revienne à moi et tout. Peut-être qu'elle évitait ça, parce qu'elle, elle disait, tu fais un truc, on vient me dire que tu as fait un truc, on te veut, je dis, prenez-le. C'est ce qu'elle disait souvent. Mais en tout cas, avant de terminer l'émission, on rappelle qu'il y a des associations qui accompagnent et qui aident les parents à avoir plus d'écoute, à avoir plus de conseils pour, voilà, on a des questions, on ne comprend pas, l'enfant change de comportement, puisqu'on peut rappeler, il y a quelques signes quand même d'un enfant qu'on peut voir à la maison, qui peuvent nous pousser à nous poser quelques questions. Il y a aussi un comportement à avoir en tant qu'adulte, en tant qu'enseignant. On peut, si on a des questions, aller vers vous, j'imagine, l'ACFAV. Où est-ce qu'on peut vous retrouver? À l'EVARS. Et puis il y a aussi dans les établissements scolaires se rapprocher donc de l'équipe éducative. Il y a également dans chaque commune des PRE, donc programme réussite éducative aussi, où il y a des animateurs, il y a des médiateurs pour en parler, d'être toujours au plus près et à proximité justement de ces difficultés. Et moi, je trouve que le plus important, c'est oser. C'est toujours oser, aller poser la question à la CPE,
au principal ou à la psychologue ou au professeur principal, parce que ce sont des gens aussi qui sont très à l'écoute, hein, mais surtout, la première chose, croyez vos enfants. Merci beaucoup, ça sera le mot de la fin. Merci encore 1000 fois, Naïfa, d'avoir eu le courage de venir dans cette émission. J'espère qu'on a donné assez de force pour tous les autres qui nous regardent, voilà, filles ou garçons. Merci beaucoup. Merci aussi à vous, Malika, de votre écoute et de votre disponibilité. Et puis, vous pouvez revoir cette émission quand vous voulez sur le site internet de Mayotte la Première. Merci également à l'équipe qui a réalisé Maïcha aujourd'hui et à très vite.